Monsieur le lieutenant-gouverneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes lieutenant-gouverneur depuis juillet 2015, donc ça fait 3 ans et demi maintenant. Pourtant, on vous connaît très peu, on vous voit pas beaucoup. Est-ce que c'est parce que c'est dans votre nature d'être discret ou si c'est un devoir que vous êtes imposé d'être discret en acceptant le poste? Bien, je vous dirais que je suis discret de nature quand j'occupe une fonction. Mais je pense que c'est à tous égards, pour un lieutenant-gouverneur, ça doit d'être discret. Je pense que ce n'est pas à lui à être sur les feux de la rampe. Il ne fait pas politique, il est apolitique. Donc, je laisse la scène aux élus. Vous laissez ça à d'autres. Je laisse ça à d'autres, ils font mieux que moi. Vous êtes né ici, à Québec. Vous avez fait des études en histoire, vous avez fait des études en droit, vous avez une scolarité de doctorat en philosophie également, vous avez enseigné l'histoire, pratiqué le droit. Je me demandais comment le poste de lieutenant-gouverneur est arrivé dans votre vie professionnelle? Ah bien, c'était, je vous dirais quelque chose d'abord. Je pense que c'est un peu inattendu. Je ne pense pas qu'on puisse un jour rêver d'être lieutenant-gouverneur. Et je pense que les astres étaient alignés pour que je le sois au moment où j'ai été nommé. Pourquoi vous dites, je ne pense pas qu'on peut rêver d'être un jour lieutenant-gouverneur? Parce que dans le fond, comme lieutenant-gouverneur, voyez-vous, c'est une fonction, je pense, qui est en soi très politique au niveau simplement de la nomination. Alors, je ne pense pas qu'il s'agit de quelque chose à laquelle vous pouvez donc vous préparer au niveau d'études. Je pense que les gouvernements, c'est eux qui décident de qui devrait assumer cette fonction-là. Ils ont probablement des critères, ils ont probablement donc des éléments qu'ils veulent voir adoptés et ils trouvent le candidat en fonction, je pense bien, des critères qu'ils ont choisis. Parlant des critères, pour vous rencontrer, pour faire cette entrevue, j'ai parlé avec des gens qui sont proches de vous, dont, entre autres, l'avocat Marc Dorion, qui m'a dit de vous, il dit Michèle Doyon, c'est probablement la seule personne que je connais. S'il était allé voir un orienteur au secondaire, l'orienteur lui aurait dit « Toi, tu vas faire un lieutenant-gouverneur ». Pourquoi vous pensez que vous répondez justement aux yeux de certains à tous les critères d'être un lieutenant-gouverneur? Parce que nous avons des bons amis. Qui vous disent des raisons pour lesquelles vous êtes, à ses yeux, un lieutenant-gouverneur, c'est-à-dire donc probablement avoir une certaine formation au niveau intellectuel dans mes études antérieures et pouvoir donc parler un peu de tout. Alors, un peu le gentilhomme du Moyen Âge, un peu de tout, rien d'une seule chose. Alors, donc, être capable de pouvoir, donc, j'ai toujours aimé parler aux gens. Et j'ai toujours aimé voir les gens, discuter avec les gens, et je pense que de ce côté-là, c'est une fonction, je pense, parfaite pour ça. Et les lieutenants-gouverneurs devraient rencontrer les gens, devraient leur parler. On est là pour parler aux gens, on n'est pas des êtres désincarnés. Vous savez, on voit souvent le lieutenant-gouverneur comme quelqu'un d'inutile, fait juste signer, mais je pense que le lieutenant-gouverneur doit avoir également une fonction sociale. Bon. Quand vous parlez justement de la fonction du lieutenant-gouverneur, on le sait, c'est le représentant de la reine au Québec ou la reine du Canada au Québec, fait partie du Parlement, approuve les lois, se trouve être un peu, en fait, est à la tête du pouvoir législatif. Mais c'est un rôle, fonction qui est vu comme essentiellement symbolique. Comment vous vous décrivez, vous? Quelles sont vos fonctions? Comment vous décrivez ça? Bien, je pense que ça prend des symboles dans une société. Et je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup de présidents aussi dans des républiques qui ont un rôle tout à fait protocolaire, tout à fait symbolique dans l'État. Vous prenez seulement que le président de l'Allemagne, par exemple, et il exerce un peu le rôle qu'un lieutenant-gouverneur. Or, c'est un rôle qui est avant tout symbolique. On symbolise d'une part les grandes valeurs démocratiques de notre société. C'est une institution où on doit s'assurer que les règles démocratiques sont respectées par nos gouvernements et que véritablement tout se passe bien. Et à partir de ce moment-là, les véritables décideurs politiques, ceux qui font nos lois, sont les élus. Donc, ce n'est pas le lieutenant-gouverneur, ce ne sont pas les présidents. Dans certains régimes. C'est sûr que si on va aux États-Unis ou en France, on va voir que le président a des pouvoirs énormes. Mais chez nous, dans le système monarchique, il repose un peu, on dirait qu'il y a la valeur morale de l'État. Mais vous savez que ce que vous dites, tout ça, les descriptions de tâches, des fonctions, pour le commun des mortels, ça demeure quand même assez abstrait. Qu'est-ce que c'est la journée type d'un lieutenant-gouverneur? À quoi ça ressemble, votre journée de travail?
Ah, la mienne. Oui. Ah, parce que je ne pense pas que la journée d'un lieutenant-gouverneur soit typique partout. Alors voilà, La c'est vôtre. que moi, je me suis dit que lorsque j'ai accepté d'assumer la fonction, Oui. que je devais me montrer présent. C'est-à-dire d'être ici tous les jours. Je viens ici au bureau tous les matins et j'accepte le plus d'invitations qu'on m'offre. Par exemple, cette semaine, j'ai été avec Mira pour une campagne de financement pour les gens, les non-voyants. Alors, je pense que c'est le rôle du lieutenant-gouverneur de se présenter. Alors, c'est le rôle également du lieutenant-gouverneur d'organiser des choses, mais d'être beaucoup plus actif. Alors, de par le passé, et comme toute institution, si vous regardez, le lieutenant-gouverneur ne peut pas se comporter comme il se comportait dans les années 40. Vous savez, je pense que notre société a changé, notre société a évolué, et à partir de là, le lieutenant-gouverneur doit se montrer, comme je vous dis, présent. Alors, ici au bureau, j'organise différentes activités. Qu'est-ce que vous voulez dire comme il ne peut plus se comporter comme dans les années 40? Bien, c'est parce qu'il y avait un certain élément de faste, un certain élément de grandeur, un certain élément de, je dirais, royal un peu. Hein? Parce que dans le fond, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le lieutenant-gouverneur est le représentant de la couronne. Alors, comme représentant de la couronne, donc, il y a tout un protocole qui s'applique également. Mais je pense qu'il faut changer parce que l'institution, elle est là en vertu de la Constitution, il faut respecter, mais, vous savez, il ne faut pas non plus rester sclérosé dans des actes du passé. Je pense que c'est terminé, ça. Et c'est peut-être pour ça que le lieutenant-gouverneur, en n'étant pas assez moderne dans son approche, fait en sorte que, véritablement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Or, je pense que le lieutenant-gouverneur doit être transparent, doit se montrer présent, puis ne doit pas se croire être le roi. Oui, juste un mot sur une entrevue à un moment donné que vous avez donnée, vous avez dit, bon, le rôle du gouverneur du lieutenant-gouverneur est essentiel au bon fonctionnement de l'État. Alors qu'on disait il y a un instant, plusieurs pensent que c'est plutôt cérémonial et tout. En quoi votre rôle est essentiel au bon fonctionnement de l'État? Bon, je vous dirais que, de toute façon, si vous n'aviez pas un lieutenant-gouverneur, vous devriez avoir quelqu'un qui remplace le lieutenant-gouverneur. Je pense que le titre de lieutenant-gouverneur est un peu du passé. Et pour les jeunes aujourd'hui, lieutenant-gouverneur n'a plus aucune signification. D'où le fait de pouvoir faire en sorte de dire c'est une personne qui s'assure, c'est moi qui signe les lois. Donc, le lieutenant-gouverneur doit s'assurer que les lois soient signées, que les principes démocratiques ont été respectés et que, comme je vous ai dit tantôt, il représente aussi une certaine valeur morale de l'institution. Et c'est pour ça que le comportement du lieutenant-gouverneur doit être exemplaire parce que, dans le fond, il est un peu à la tête de l'État et à cet égard, il doit respecter les règles les plus strictes en ce qui concerne son comportement. Donc, je pense qu'il y a aussi une institution qui a également une valeur morale et en plus d'être un symbole. Parce qu'un symbole, c'est important. Sans symbole, il n'y a aucune société qui pourrait y être. Vous m'avez parlé tout à l'heure de tout le faste qui a déjà entouré le lieutenant-gouverneur, parce que ça vient un peu de la royauté et tout. On sait que l'image du lieutenant-gouverneur, l'image du poste, de la fonction a été ternie, en a pris pour son rhume, je dirais, avec tout ce qui a entouré quelqu'un qui vous a précédé dans le poste, Mme Thibault, Lise Thibault, qui a été lieutenant-gouverneur de 1997 à 2007. Et qui a été critiquée dans les médias pour des dépenses somptuaires d'au-delà de 700 000 $. Elle a été sous le coup d'accusations criminelles, elle est même allée en prison. Est-ce que vous sentez, vous, encore aujourd'hui, que l'image du lieutenant-gouverneur est ternie à cause de ça? Bien, je vous dirais que l'image du lieutenant-gouverneur a certainement souffert de cet épisode. D'autant plus que c'est un épisode de notre histoire qui a duré près de 10 ans. D'où le fait que la mémoire populaire se rappelle encore de ces choses. Et je pense qu'il faut dissocier, et j'ai toujours cru qu'il faut dissocier l'institution de la personne qui occupe l'institution. Donc, on doit protéger nos institutions et il ne faut pas assimiler les actes d'une personne quelconque, que ce soit mes actes à moi, à l'institution. Je pense que l'institution par elle-même a droit tout simplement au respect et à faire en sorte, parce que c'est une institution qui est là depuis fort longtemps et c'est une des institutions fondamentale de nos États modernes, comme le président d'une république, comme je le disais. Alors, tout pays a un président, vous avez un premier ministre, un président, donc vous avez besoin de quelqu'un qui soit une autorité morale, comme je vous soulignais tantôt, qui puisse donc parler avec les hommes politiques, mais ce n'est pas à lui à faire le politique. Il doit se placer dans la discrétion au-delà du politique. Oui.
La discrétion encore, comme on en parlait au début de l'entrevue. Vous m'avez dit que l'image en a beaucoup souffert du lieutenant-gouverneur, en souffre encore. Comment vous le sentez? De l'épisode, je parle de Mme Thibault. Moi, je pense que dans le fond, c'est quelque chose du passé. Je pense que l'histoire doit toujours nous guider en ce qui concerne le futur. Je pense que moi, j'ai décidé tout simplement de me monter frugal dans les dépenses. Oui. Donc, voilà, parce que dans le fond, on sait que l'argent a été ce qui a nui à l'image de Madame. Peut-être qu'elle a fait un très bon travail, parce que Madame était aussi présente partout. Elle était également devant les institutions, elle allait partout. Or, on a associé tout simplement donc tout le mandat qu'elle a eu à celui de l'argent. Donc, et à partir de ce moment-là, je pense que ça a été là le point faible. Et j'ai dit à ce moment-là, faites en sorte que tu sois frugal. D'où la frugalité qui m'anime. J'ai fait la même chose au barreau parce que j'ai toujours cru que l'argent qui appartient aux membres, l'argent qui appartient à la population, c'est pas la vôtre. Parce que vous avez été aussi, vous avez œuvré auprès du barreau. J'étais bâtonnier du Québec. Bâtonnier, c'est ça. Ça m'amène à vous parler du budget du lieutenant-gouverneur. Ce sont des chiffres qui sont connus, c'est public. Bon, un peu plus d'1 million de dollars par année quand on compte l'argent du fédéral et du provincial. Vous avez 7 employés de garde du corps, un salaire annuel de 140 000 dollars. Grosso modo, c'est ça. Vous le disiez, vous êtes très frugal. Je l'ai lu également dans les journaux. On raconte que vous faites vous-même votre épicerie quand vous faites des réceptions, que vous allez chez Costco acheter ce dont vous avez besoin. Est-ce que c'est le cas? Bien, je vous dirais que c'est le cas. Or, je crois, comme je vous ai dit, j'assume les coûts. Je ne veux pas que ça soit c'est à même le budget, mon budget, mon salaire et tout, que je paie ces cérémonies. Alors, je ne pense pas que les cérémonies doivent être assumées par l'État. Or, pour moi, c'est pour ça que je vais chez Costco. Alors, j'ai reçu, par exemple, je fais beaucoup de réceptions. Je reçois à différentes occasions, je reçois donc les consuls, j'ai reçu les députés cette année. Je reçois le personnel, je reçois différents organismes. Et lorsque je les reçois, je fais souvent, moi, ma formule qui, la formule, c'est le vin fromage. Or, je vais acheter les fromages québécois, chez Costco. Et j'achète également, donc, mon vin à la Société des alcools. Vous faites ça vous-même? Oui, je le fais moi-même. Je m'en vais avec mon petit chariot, puis je regarde. Alors, je prends des loca, je vais prendre des différents fromages de chef, différents fromages. Donc, je me dis à ce moment-là, pour que la réception, les gens disent au moins, on a mangé quelque chose un peu. Alors, j'achète mes baguettes de pain. Et voilà. Les vins québécois également. Oui, des vins. On a beaucoup de vignobles québécois. Et voyez-vous, comme je suis lieutenant-gouverneur du Québec et non celui de l'Alberta ou de la Colombie-Britannique, je respecte beaucoup la vallée de l'Okanagan, mais il faut que je respecte un peu les producteurs de chez nous. Les producteurs de la Montérégie. Oui, puis de l'île d'Orléans aussi. Oui, c'est vrai, parce que la côte de Beaupré. Il y a des producteurs dans la région de Québec également. Et ça, vous payez ça de votre poche? Oui. Vous faites une liste avant de partir de quoi vous avez besoin? C'est parce que je demande à une personne qui travaille pour moi, dites qu'est-ce que j'ai besoin pour 40 personnes. Parce qu'elle me dit, bon, bien, prenez donc, parce qu'on a une certaine expérience à la longue. Donc, vous allez prendre un fromage un petit peu plus mi-ferme, un fromage ferme, vous prendrez un fromage de chèvre, c'est beaucoup apprécié. Donc, on me dit un peu un fromage bleu. Donc, on me dit différentes sortes et elle me dit 400 grammes de ce fromage, 400 grammes de l'autre, que je regarde. Oups, ces fromages-là ont 100 grammes, donc j'en prends 4. Alors, voilà. Et c'est comme ça que je fais. Moi, j'ai acheté des raisins, donc j'achète des raisins. Alors, voilà. Chez Costco. Chez Costco. Non, parce qu'on a l'image du lieutenant-gouverneur avec une équipe qui bourdonne autour de lui, qui fait tout pour lui, alors que vous faites votre liste d'épicerie. Oui, parce que j'avais acheté un jour, j'avais reçu l'équipe cubaine. Parce qu'on m'avait demandé de recevoir, qui venait ici en visite à Québec, et j'avais invité l'équipe cubaine, on m'avait demandé de les recevoir. Qu'est-ce que c'est l'équipe cubaine? L'équipe de baseball. OK. Qui représentait donc Cuba, et ici dans la Ligue nord-américaine, dans la Ligue Can-Am. Et j'ai dit, je dois manger des bananes, que je m'en vais chez Costco. Et il était 40, ce sont des athlètes, des gens, moi petit, mais eux étaient très grands. Et j'ai dit, ça doit manger, que là, j'ai dit, je vais acheter des bananes.
Alors, j'avais acheté à peu près 50 bananes et dans le chariot, il y a une dame qui me regarde, elle dit « Monsieur, vous aimez ça, les bananes, vous? » Elle était toute surprise d'avoir un chariot de bananes. Elle se demandait... C'est pour l'équipe de baseball? Ben oui, c'était pour l'équipe de baseball. Je ne lui ai pas dit que c'était pour l'équipe de baseball, mais c'était pour ça. On sait que la nécessité d'avoir un lieutenant-gouverneur ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui se demandent pourquoi on a au Québec un lieutenant-gouverneur, un représentant de la reine au Québec. Le PQ, le Parti québécois, a boycotté complètement votre assermentation et la CAQ avait envoyé un seul député. Comment avez-vous réagi à ça? Moi, j'ai réagi normalement, parce que dans le fond, on a ce grand bonheur de vivre en démocratie. Des gens ont le droit d'exprimer des valeurs qui sont leurs et qui ne sont pas nécessairement celles des autres. Donc, c'est ça la démocratie. Si tout le monde était pareil, si tout le monde avait les mêmes valeurs, je pense qu'on ne pourrait pas vivre sous un régime comme le régime que nous vivons aujourd'hui. Et c'est avec l'expression. Vous savez, on vit dans une société qui est multidisciplinaire, qui est pluraliste. Donc, les valeurs changent aussi. Je veux d'abord parler de votre sensibilité, parce qu'on dit de vous que vous avez une grande intelligence émotionnelle, que vous êtes très sensible à tout ce qui se passe autour de vous. Et ça m'a fait penser qu'on vous a vu au moment de la sermentation du jeune cabinet de ministres, des ministres du gouvernement Legault au mois d'octobre, où il y avait plusieurs néophytes. Il y avait des jeunes ministres qui semblaient très, très, très nerveux. On a eu l'impression que votre présence était rassurante à côté de ces jeunes hommes et jeunes femmes au moment de signer les registres officiels qui les donc proclamaient ministres du gouvernement Legault. Est-ce que vous avez senti le besoin d'être rassurant auprès de ces jeunes politiciens-là? Bon, bien, je vous dirais que peut-être quand ils voyaient les cheveux blancs, à ce moment-là, ça les réconfortait un peu. Avez-vous senti qu'il y avait de la nervosité quand même? Voyez-vous, où j'étais situé lorsque les ministres entraient, je les voyais. Alors, il y en a plusieurs qui étaient entrés parce qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup d'applaudissements. Alors, on sait que c'était un nouveau ministère, c'était un nouveau parti politique qui assumait le pouvoir, donc tout était nouveau. Et ces gens-là, qui n'avaient pas été souvent en politique, étaient un peu nerveux de par la fonction qui leur était donnée. Et quand je leur donnais la main pour les féliciter, je chantais un tremblement, d'accord? Et je chantais une certaine nervosité. Alors, et je leur disais toujours, une fois, faites-vous-en pas, faites-vous, ça va aller bien, faites-vous-en pas. Vous étiez rassurant. Ah oui, oui. Puis lorsqu'ils venaient à côté pour signer, je disais, regardez bien là. Vous savez, vous avez des journalistes, là, tous les photographes vont vous faire des prises de vue, là. Et lorsque vous allez entendre la fin des clics, 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 bien, j'ai dit, ça va être le temps de signer. Alors, j'ai dit, regardez, souriez. Alors là, ils souriaient, et une fois que les photographes avaient pris les photos d'usage, à ce moment-là, ils signaient, puis je pense que ça allait beaucoup mieux. On a vu le ministre de la Famille, au moment de signer le registre, avait ses enfants avec lui. Il y avait, je pense, un de ses fils qui était assis sur vos genoux. Au moment où le ministre de la Famille signait le registre. Je me demandais, est-ce que c'est l'image justement d'humanité que vous vouliez projeter du lieutenant-gouverneur? Ça, je vous dirais que ça s'est fait par accident. Je veux dire, c'est un peu moi, ça. Ça s'est fait par accident parce que je voyais la mère qui était à l'arrière de la salle avec ses deux petits-enfants, puis un des petits, le plus jeune, courait pour venir à l'avant voir son père. Puis là, sa mère essayait de l'arrêter. Et finalement, il y a quelqu'un qui l'a pris dans ses bras, puis il l'a mis devant les journalistes. Et là, il a été voir son père. Le deuxième a suivi. Et là, je voyais le père, qui était un petit peu le ministre, qui était un petit peu mal à l'aise pour signer et tout ça, que j'ai dit, donnez-moi le petit. Mais j'ai été chanceux, parce que l'enfant n'a pas pleuré. Alors, s'il avait pleuré, il aurait dit, regardez, le lieutenant-gouverneur, il fait même peur aux enfants. Alors, que je vous disais, que ça a bien tourné finalement, mais ça a été un peu ça, voyez-vous. Mais le ministre a cru même, il y a des gens qui croyaient que ça avait été arrangé avec moi. Avec le gars des vues. Ah oui, que ça avait été arrangé avec le gars des vues, mais il les a assurés que c'était pas arrangé, puis moi non plus. Relativement à la perception des médias, en vue de cette entrevue, on s'était parlé, quand j'avais fait la demande d'entrevue et tout, on s'est parlé par téléphone et vous m'avez dit, là je vous cite, en fait, j'ai été surpris qu'on s'intéresse à moi parce qu'aux yeux des médias, le lieutenant-gouverneur ne représente rien, je suis inutile. C'est comme ça que vous le sentez? Mais vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a bien des gens qui considèrent tout simplement donc, que l'institution n'a pas sa raison d'être. Alors donc, peut-être que ces gens croient que l'institution n'a pas sa raison d'être, mais on devrait peut-être creuser la situation puis de dire, est-ce qu'on ne peut pas confier au lieutenant-gouverneur, justement, des fonctions qui font que sa présence va être utile?
et de faire en sorte de le suivre. Moi, je fais environ 300 activités par année. Mais je ne vois jamais un journaliste qui vient. Je donne les médailles à des jeunes qui sont très méritants, qui font beaucoup de bénévolat à des personnes âgées. Mais il n'y a personne qui va couvrir ces événements-là. Vous sentez que vous vous intéressez pas personne? Mais non, ça ne les intéresse pas. C'est parce que je pense que good news is no news, hein, comme vous dites dans le domaine journalistique. Ouais. Or, le lieutenant-gouverneur, et c'est pour ça que je vous dis, si on ne parle pas de moi, ça va bien. D'accord? Lorsqu'on parle du lieutenant-gouverneur, il y a quelque chose qui se passe. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne parle pas de moi, bien moi, je me dis, à partir de ce moment-là, tout va bien. Mais quand même, Monsieur le lieutenant-gouverneur, de se sentir inutile? Bien, je ne me sens pas inutile, moi. D'autres peuvent penser que je suis inutile. Mais si j'avais cru que j'étais pour être inutile, je n'aurais pas accepté la fonction. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, sois au bureau tous les jours. Et quand quelqu'un t'invite pour des cérémonies, tu y vas, tu dis oui. Tu te déclares présent. Est-ce que vous parlez des fois souvent au premier ministre, au chef de l'opposition, aux parlementaires? Avez-vous des contacts avec eux? Bien, on a quelquefois des contacts avec eux, mais ce n'est pas des contacts constants. Je pense qu'avec le gouvernement actuel, c'est un nouveau gouvernement avec des nouvelles idées, avec une nouvelle façon. Peut-être qu'il y a plus d'interaction. Alors, mais je vous dirais que ce n'est pas la fonction lui-même, parce que, comme je vous dis, le lieutenant-gouverneur doit être au-dessus de la politique. Vous savez, là, faut avoir du respect. Puis moi, j'ai beaucoup de respect à l'égard des hommes politiques. Oui. Et je pense que c'est pas facile d'être homme politique. C'est beaucoup plus facile d'être lieutenant-gouverneur. Le rôle du lieutenant-gouverneur aussi consiste à s'impliquer dans toutes sortes de causes. Je me demandais, est-ce que vous, il y a une cause qui vous tient particulièrement à cœur? Des causes, non. Moi, je vous dirais que plusieurs... Vous savez, je pense qu'il faut être un petit peu polyvalent. Vous savez, vous avez des personnes âgées. Aujourd'hui, on vit beaucoup plus vieux. Oui. Et vous avez des gens qui souffrent de solitude. Hein? Et c'est triste de voir un peu la fin d'une vie quand vous êtes seul et personne ne va vous voir. Vous avez des jeunes. Les jeunes, c'est beaucoup plus difficile que c'était avant. D'accord, ils peuvent s'y acclimater. C'est de toutes les époques. Mon père me disait, pauvre petit garçon, pauvre petit gars. Je te dis que je te plains, mais il avait connu la crise, il avait connu des choses beaucoup pires que moi j'ai connues. Mais je pense que lorsque notre génération à nous a été une génération qui a été privilégiée, et depuis la fin de la guerre, on n'a jamais connu la misère, non. On n'a pas connu de crise, on n'a pas connu de conflit. Si j'étais né aux États-Unis, à l'époque, en 1943, ça vous dit mon âge, alors peut-être que j'aurais été appelé à aller au Vietnam. Et peut-être que, même si je veux dire que les États-Unis, etc., mais... Alors, je pense qu'on a été ici, on a été choyés, et il faut redonner aussi, parce que, dans le fond, notre société a beaucoup pris. D'accord? Je pense que nos petits-enfants vont avoir à payer un prix. Avez-vous le syndrome de l'imposteur? Non, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. Mais je pense que, véritablement, on a voulu en tant que société. Parce que, vous savez, une foule, vous ne pouvez pas diriger une foule comme vous voulez diriger un individu. Et je pense qu'il y a souvent des gens qui se disaient, voici, avec les déficits qu'on fait, comment on va faire pour les payer? Mais lorsqu'on arrivait à des élections, on exigeait de nos gouvernements beaucoup de gratuité. Gratuité dans tout. Et à partir de ce moment-là, il y a un prix à payer pour ça. Or, je pense que nous, nos petits-enfants, ils vont avoir une dette, ça se paie, hein? Puis un État, ça se paie aussi. Sauf que l'État a la chance, elle, de pouvoir taxer. Mais on l'a vu en France actuellement, et je pense que M. Legault l'a bien dit, vous savez, il y a un pouvoir, il y a une capacité de payer des gens. Ouais. Et lorsque les gens n'ont plus cette capacité à cause qu'ils n'ont plus de vie sociale, n'ont plus de vie familiale, parce que dans le fond, les charges sont trop élevées, à ce moment-là, il y a du mécontentement. Et c'est avec le mécontentement et au fait qu'on se décroche de la réalité du peuple que les révolutions naissent, hein, et que les changements Bon, vous êtes au-dessus de la partisanerie, mais vous constatez, comme plusieurs, l'état actuel du cynisme envers la politique, le populisme, quand on regarde ce qui se passe en Europe, aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que c'est, selon vous, les plus grands défis des politiciens pour les prochaines années, avec tout ce qu'on vit actuellement? Moi, je pense que le défi des hommes politiques, c'est de se tenir près de leur peuple respectif, de comprendre c'est quoi le peuple. Il y a peut-être un certain populisme, mais de répondre pourquoi il y a du populisme, pourquoi les gens sont mécontents. Il y a certainement des raisons.
Vous savez, je regarde, vous voyez les gilets jaunes. Il y a des casseurs dans ça, on peut le penser. Mais vous avez des gens dans ça qui, on le voit, arrivent à leur retraite, ont beaucoup de difficultés à vivre, donc les prestations sociales sont élevées, et à partir de ce moment-là, on a l'impression de dire, j'ai fait toute ma vie, puis je prends ma retraite aujourd'hui, puis je n'ai plus rien. Alors, il faut dire que quand vous savez, le salaire moyen au Québec est un salaire d'environ, ce que je lisais il y a quelque temps, dans les 70, 75 000. Oui. Mais quand vous avez une petite maison, vous avez 2 enfants, vous voulez vous placer un peu d'argent de côté, vous savez, vous devez faire certains sacrifices avec les impôts et tout à payer, les taxes et tout. Ouais. Donc, ça devient difficile. Il ne faut pas croire que c'est facile. D'accord? Et d'autre part, vous avez des gens qui ont peine à boucler les mois, puis qui voient des salaires d'un chef d'entreprise qui est 80 millions, 25 millions. C'est révoltant. Il y a une révolte. Puis c'est normal aussi, parce que quand vous voyez votre premier ministre du Canada puis le premier ministre des États-Unis qui gagne dans 300 000, puis on trouve que c'est élevé, puis ils ont toutes les responsabilités de l'État qui sont lourdes aujourd'hui, et que vous voyez des gens d'une entreprise et que ce sont les actionnaires qui font vivre, et que vous voyez que c'est des salaires de 25-30 millions, il y a un certain ras-de-bol. Hein? Alors, je veux dire... Vous pouvez comprendre, donc, il y a du populisme, il y a du cynisme... Quand on se compare au Québec à d'autres législatures, au Canada, en Amérique du Nord, est-ce que vous trouvez qu'on fait bonne figure? Moi, je pense qu'on fait très bonne figure. Si vous regardez dans bien des États américains, quand vous avez, nous autres, notre régime social est bon. Vous avez, vous avez aux États-Unis des gens là, qui ne peuvent pas avoir des services au niveau hospitalier. Nous, on a des services au niveau hospitalier. Nous avons également des services au niveau de pharmaceutique et tout. Un jour, il me manquait, moi, des petites bandelettes pour les tests de diabète. J'avais pas je vais aux États-Unis et à un moment donné, je m'en vais à la pharmacie acheter des petites bandelettes. Plus de 80 $. Alors que je les paye ici à peu près 10 $. Que là, je vous dis, je peux comprendre les gens avec les médicaments, comment ça coûte cher. Donc, moi, je pense que le Québec, on est une société très démocratique. On l'a prouvé lors de nos référendums. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas rien eu de ça. Alors moi, je pense qu'on a un peuple qui est très pacifique. Nous avons un peuple qui est très démocratique et nous avons un peuple, donc on peut donner l'exemple à beaucoup de peuples à travers le monde. Donc, quand on se regarde, on se console. Mais je pense qu'on fait plus se consoler, on devrait être fier de ce qu'on fait. Je pense qu'il nous manque de la fierté. Et des fois, je regarde les gens, il me semble que le Québec pourrait être plus fier de ses réalisations. Parce que dans tout, hein, vous avez des gens, vous avez le Cirque du Soleil, vous avez des institutions au niveau international, vous avez des Québécois qui ont bâti des choses extraordinaires. Donc, on devrait avoir la fierté d'être Québécois puis de dire que finalement, on est capable de faire des choses que d'autres ne sont pas capables de faire. On a hérité, vous savez, de par notre histoire, d'être capable de se bâtir. Vous savez, parce que nos ancêtres qui étaient ici, ont trimé fort. Hein? Ils arrivaient ici dans un pays de froideur, dans un pays de froid qui faisait des chiffres, pas des chiffres, mais défrichés, c'est ça. Oui. Et à partir de ce moment-là, on a bâti une société qui a été exemplaire, qui est très démocratique, qui est très ouverte, puis avec beaucoup de culture. Donc, on doit en être fier. Oui, on doit être fier. Merci beaucoup, Monsieur le lieutenant-gouverneur. Merci. Merci.